C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la parade de fin d'année dans le sud du Bénin. Pas de sapin ni de guirlande, mais cette tradition afro-brésilienne haute en couleurs n'a rien à envier aux autres traditions. Reportage de nos correspondants dès le début de ce journal. Nous irons également en Égypte où les chrétiens à majorité copte orthodoxe célèbrent Noël le 7 janvier. Mais vous verrez que le traditionnel marché de Noël est déjà installé au Caire, au bonheur des catholiques mais aussi des musulmans. Enfin, on va vous parler de la reine de Madagascar, la fève de cacao. Elle est prisée par les plus grands maîtres chocolatiers au monde. Le cacao de Madagascar est le seul à avoir obtenu le label Cacao Fin d'Afrique. Reportage à suivre. On part tout de suite au Bénin. Là-bas, ce ne sont pas les sapins ni les vitrines décorées de guirlandes qui annoncent les fêtes de fin d'année. Ce sont des groupes d'enfants costumés, masqués et équipés d'instruments de musique qui paradent de maison en maison. Une tradition afro-brésilienne. Reportage de nos correspondants Emmanuel Sodji et Raphaël Tallé. Durant les derniers jours de décembre, après l'école, des milliers d'enfants du sud du Bénin créent leur propre magie de Noël, dans un lieu dont l'accès est restreint. À l'intérieur, ils perpétuent une pratique vieille de 2 siècles. Le Kaleta ne peut pas s'habiller tout seul. C'est pour ça que je suis là, pour l'aider. Personne ne doit reconnaître celui qui est sous le masque Kalenta. Les masques Kaleta sont arrivés au Bénin avec le retour des esclaves afro-brésiliens affranchis au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, les masques des enfants sont bien loin de ce qu'ils représentaient au Brésil à l'époque de l'esclavage. Pendant l'esclavage, l'esclave n'a pas le temps de réjouissance. Donc un jour, le maître esclavagiste a organisé un festin et demande à ses sujets de défiler. Donc un esclave a eu l'idée de créer un masque à l'effigie d'un animal sauvage. Wilfried Ongé est à l'initiative depuis 17 ans d'un festival de Kaleta à Ouida, afin de rendre au masque son authenticité afro-brésilienne. Ici, un enfant a réalisé ce masque qui est la tête d'un chien, un peu pour expliquer que le chef esclavagiste est un chien. À présent, à la nuit tombée, les porteurs de masques ne ridiculisent plus l'esclavagiste ou ne lui expriment plus de colère. Avant tout, c'est l'occasion pour les enfants de faire la fête tout en collectant un peu d'argent. C'est la fête de Noël et les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de donner des cadeaux, de faire des cadeaux de Noël à leurs enfants. Donc ces enfants s'organisent, ils sortent des Kaletas dans les rues, le temps de trouver un peu de cadeaux auprès de la population pour pouvoir s'acheter des petits cadeaux de Noël. Depuis 1996, tous les enfants apprennent à l'école primaire à fabriquer un masque Kaleta afin de développer leur génie créatif pour que cette tradition reste à jamais un art vivant. Le 24 décembre, la très grande majorité des chrétiens célèbrent Noël, la naissance du Christ. La très grande majorité, car ce n'est pas le cas, des orthodoxes, comme les coptes d'Égypte, eux célèbrent la naissance de Jésus le 7 janvier. Et même s'ils sont majoritaires dans le pays, cela n'empêche pas les catholiques de faire la fête le 24. Même les musulmans prennent part aux célébrations de Noël. Laurent Berstécher. Dans les rues du Caire, Noël bat déjà son plein. Sapins, guirlandes et Papa Noël jalonnent ce marché en plein air où flânent des jeunes couples, des familles et des enfants aux yeux écarquillés. Tous sont venus profiter de l'expérience et de l'esprit des fêtes. On est là pour se balader, prendre des photos, acheter tout ce qu'il nous faut pour les enfants et profiter de cette ambiance. En Égypte, les catholiques qui fêtent Noël le 25 décembre sont minoritaires, car ici la plupart des chrétiens appartiennent à l'église copte orthodoxe, pour qui Noël tombe le 7 janvier. Les coptes ont également leurs propres coutumes et doivent notamment faire jeûne partiel pendant 40 jours jusqu'au soir du réveillon. Malgré ces différences, Noël reste en Égypte un événement séculaire que toutes les cultures et religions peuvent fêter à leur manière. Les chrétiens et les musulmans fêtent tous Noël. C'est un événement qui montre que nous sommes unis. C'est comme le Ramadan que les chrétiens célèbrent avec les musulmans. En début de semaine, la plus haute autorité islamique d'Égypte a officiellement autorisé les musulmans à participer aux célébrations chrétiennes de fin d'année. Une bonne nouvelle de plus, dans l'un des rares pays au monde où Noël est fêté 2 fois par an.
Vous serez d'accord, les fêtes de fin d'année sans chocolat n'ont pas la même saveur. Et sur le continent, on produit du très bon cacao. Coup de projecteur ce soir sur Madagascar. Sa fève est prisée par les plus grands maîtres chocolatiers et chefs pâtissiers du monde. Le cacao de Madagascar est le seul à avoir obtenu le label Cacao Fin en Afrique. La grande île régulièrement récompensée à ses secrets. Notre correspondante Gaëlle Borgia a tenté de les percer. Elle s'est rendue au cœur de ce terroir unique qui a façonné un produit reconnu mondialement. Reportage. Vallée du Sambiran, nord-ouest de Madagascar. C'est au cœur de cette forêt tropicale humide que pousse l'un des cacaos les plus réputés au monde. Mais ces précieuses fèves sont capricieuses. Elles ne poussent qu'entre l'équateur et les tropiques et craignent le vent, le soleil trop fort et l'humidité excessive. Ici, elles trouvent un équilibre à l'abri des arbres entre ombre, lumière et fraîcheur. Et voici le résultat à gauche, voilà. La crème de la crème du cacao. Donc si on veut avoir du chocolat fin, c'est à partir de ces fèves-là, les fèves casses blanches, tendance criollo. Une prédominance criollo, l'espèce la plus recherchée parmi les 3 qui existent dans le monde. Un produit d'exception devenu la principale source de revenus de 30 000 paysans. On va regarder s'il y a des cacaos déjà mûrs que l'on peut cueillir. Cette mère de 3 enfants possède une plantation de 2,5 hectares et revend son cacao à des collecteurs. Nous pouvons produire 43 kilos de cacao par semaine, ce qui nous rapporte 10,70 € par semaine. Grâce à cet argent, on peut acheter les produits de première nécessité, de la nourriture, les déplacements en transport et payer les frais de scolarité des enfants. Une rente fructueuse durant la haute saison seulement, entre septembre et février. Le reste de l'année, Edwige doit compenser avec d'autres cultures comme le riz, la banane ou le café. C'est ici, à 8000 km, que les fèves d'Edwige égayeront les tables de Noël. Nous sommes dans la première chocolaterie malgache de France. Certains chefs pâtissiers de palaces parisiens se fournissent ici. Ce qu'ils aiment, ce goût acidulé, unique, régulièrement récompensé dans les concours internationaux. Donc on a un terroir exceptionnel qui nous restitue un produit vraiment de qualité et un produit dans l'identité et plus dans l'acidité, plus que dans l'amertume. Donc on arrive à faire des recettes qui montent jusqu'au 100% et qui pourtant, en termes de dégustation, restent dans le domaine de la gourmandise. Avec 13 000 tonnes exportées par an, le cacao malgache représente moins d'1% de la production mondiale. Mais grâce à un terroir et des arômes uniques, la grande île s'est offert le sommet du haut de gamme. Et si vous n'êtes pas trop sucré, je vous propose à présent du salé. Je vous emmène dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les collines du Massissi, dans le Nord Kivu. On y produit depuis plusieurs générations le fromage de Goma, une sorte de gouda fabriqué à la main selon des techniques transmises par des pères belges. Reportage de nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Un petit air de Suisse en plein cœur du Nord Kivu. Sur ces collines verdoyantes, c'est l'heure de la traite pour les vaches du père Romain. Et si le lait est aussi frais et crémeux, c'est grâce à ces pâturages exceptionnels où il pleut presque toute l'année. Ici, nous sommes à 1800-1900 mètres d'altitude. Pratiquement, c'est un climat de montagne, un climat de plus ou moins tempéré. Le lait est récupéré chaque matin à la main, une tradition qui date de l'époque coloniale. Dans les années 50, des missionnaires belges ont l'idée de transformer ce précieux liquide en gouda. Le lait était utilisé bien sûr comme des aliments traditionnels. On l'utilise à la maison. Et c'est après que le père Roger Carbonnet, qui lui-même avait commencé à initier les éleveurs pour la conservation de ce lait-là en fromage. Direction le laboratoire de la ferme. Ici, le lait est caillé, puis moulé et pressé. Les meules sont ensuite affinées entre 4 et 6 semaines. Un savoir-faire qui séduit partout en RDC jusqu'à la capitale, Kinshasa. Dans ce magasin, le fromage de Goma est l'un des produits phares et les clients en redemandent. On sent que c'est naturel, hein? Il n'y a pas de mélange, c'est vraiment le lait. Parfois on met dans le pain, surtout dans le pain, et on met le concombre, la saucisse, on mange. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'à le goûter. On vous
parle à présent des héros de BD sortis tout droit de l'imagination de jeunes talents africains. Sur un marché largement dominé par les géants américains, certains arrivent à se faire leur place. C'est le cas de Losizo Mikizie, un jeune auteur sud-africain. Il a signé avec le géant américain DC Comics. Nos correspondants, Caroline Dumais et Stéphane Kersens, l'ont rencontré. À 34 ans, Loyiso Mkhize a décroché un contrat avec l'une des plus célèbres maisons d'édition américaines de bande dessinée. Il a donc illustré à distance à cause du Covid et en moins d'un mois un épisode d'une série de DC Comics. La série donne au personnage de Batwing une formidable place au sein de l'univers de DC Comics. J'aime vraiment dessiner ces BD, me baser sur un script et le rendre visuel. Et voilà le travail. L'épisode a été publié en juin. Ça, c'est mon travail. Loyiso n'en est pas à son premier succès. Pour les Sud-Africains, il est surtout l'auteur de Kwezi, le premier super-héros local créé en 2014. Kwezi est un jeune homme de 19 ans, débrouillard et branché, qui évolue dans Gold City, une ville qui ressemble étrangement à Johannesburg. Kwezi est un titre que nous avons toujours en stock. Quand l'histoire a été publiée, on n'était qu'une petite équipe, parce que peu de gens la lisaient. Mais aujourd'hui, c'est très connu et très demandé. Tout le monde peut lire Kwezi. Loyiso travaille sur un film d'animation dont le personnage serait Kwezi, mais aussi sur une exposition dans une galerie du Cap. Il veut mieux faire connaître la BD sur un continent qui la distribue peu. L'accès aux comics peut être difficile. En grandissant à l'est du Cap, il était assez compliqué pour moi de m'en procurer. J'ai fini par avoir accès aux comics, mais c'était vraiment dur. La culture de la BD s'installe lentement mais sûrement au pays de Nelson Mandela. Et pour finir, je vous propose une rencontre avec le designer ivoirien Jean-Servé Somian. L'artiste ébéniste travaille le bois de cocotier pour le transformer en objet du quotidien. Ses œuvres sont à découvrir dans son showroom de Grand Bassam. Il tient aussi à transmettre son savoir-faire aux futurs designers du continent. Célia Caracena et Harold Girard l'ont rencontré à Paris. Reportage. Un banc en bois de cocotier, une commode en acajou ou encore un bar d'un nouveau genre. Le bois est pour lui une source d'inspiration inépuisable. Jean-Servé Somian transforme la nature en œuvre design. Je viens de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Donc Grand Bassam, c'est une cité qui est située entre mer et lagune, donc on a de l'eau partout. Je remarquais qu'il y avait plein de pirogues qui pourrissaient en bordure des plages, des fleuves et des rivières, donc je ne comprenais pas pourquoi. C'est juste que les pêcheurs avaient fini, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus à un certain âge et qu'ils abandonnaient ces pirogues juste sur les rives. Je me dis, il va falloir leur redonner une autre vie. Voilà, la dernière, celle qui ne bougera plus. Le designer crée alors les méridiennes et les banquettes pirogues. Les troncs de cocotier qui peuvent atteindre 8 mètres de long deviennent sa pâte à modeler. En 2018, l'artiste ouvre son showroom à Grand Bassam pour rencontrer son public ivoirien. Au début, c'était un peu difficile, mais c'était aussi un challenge. C'était pour ça que j'ai fait ce showroom. C'est de dire qu'à un moment, il faut présenter ce qu'on sait faire. Il faut montrer la panoplie de son travail, que les Ivoiriens sachent que voilà, il y a un designer ivoirien qui est là, qui produit sur place, avec du matériau du pays. Les Ivoiriens s'intéressent beaucoup, les Africains s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Aujourd'hui, je suis très fier que mes gros clients seront des Ivoiriens, des Africains et des femmes. Prochain objectif pour Jean-Servé Somian, ouvrir une école de design en Côte d'Ivoire pour que ce savoir-faire ne s'oublie pas. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci aux équipes en régie, merci à nos correspondants et à Célia Caracena, notre chef d'édition. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine.